Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali ba Kongole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali ba Kongole. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo Kongole. Ozala na yo Manianga, kombo na yo Kongole. Ozala na yo Mumboshi, kombo na yo Kongole. Ozala libomu bomitaba, kombo na yo Kongole. Ozala monoko likwala, kombo na yo Kongole. Bavili bakuta bakuni, bozali ba Kongole. Mokili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Mokili esala maboye bandeko po Nzambe alinga pe boye. Beto ku Kongo bateleta seno kintwadi. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous adresse mes meilleures salutations pour ce moment d'émission que nous allons avoir, un moment d'entretien. On va dire cette émission que nous avons intitulée Un moment du savoir congolais. Il s'agit en fait d'évoquer la mémoire enfouie de notre peuple, donc du peuple congolais. Et pour cela, j'ai un invité aujourd'hui qui se prénomme Winok. Je vais lui permettre de se présenter à vous personnellement. Oui, bonjour. Là, je reviens pour la deuxième fois. Donc, moi, je me prénomme Winok. Ça, c'est mon prénom, comme on dit en Afrique catholique. Mon nom de famille, c'est Ngeleza. Voilà. Je disais dernièrement, je suis né à Léopoldville à l'époque. Moi, je suis l'enfant, comme j'avais dit la dernière fois, je suis l'enfant de l'indépendance. Né à Saint-Jean, qui est devenu Lingwala d'aujourd'hui. Moi, je suis né avant les 30 juin 60. 1960. Pour cet entretien d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui sera divisé en deux éléments. Le premier élément, en forme de question, qui sont les populations congolaises? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément du thème, l'histoire des races et des peuples du Congo. Alors, pour cela, je vais laisser la parole à mon interlocuteur de nous parler un peu de ce qu'il connaît de ces populations congolaises. Les populations congolaises que nous voyons aujourd'hui, ils viennent donc de quelque part. Ils étaient établis quelque part. La RDC, c'est une entité. C'est un territoire avec ses limitations, avec ses dirigeants. Ces dirigeants ont toute une histoire. Alors je lui laisse un peu quelques moments d'échange, déjà pour cette première partie. Bon, merci Frangin. Quand on parle de peuple, de population qui se retrouvent aujourd'hui dans les territoires qu'on nomme aujourd'hui Congo-RDC, ex-Congo belge, parce qu'en fait, le Congo de l'époque, avant même la conférence de Berlin, c'était une mosaïque de peuples. C'est à partir de la conférence de Berlin que Bismarck, avec son crayon, il a tracé les territoires, la configuration de tous les États noirs d'Afrique, c'est Bismarck en fait. Et on a séparé les familles. Je prends même l'exemple des peuples Congo. C'est un vieux peuple. Les Portugais, ils ont fractionné les familles en fait. On retrouve les Congos. En Angola, les Portugais ont fractionné une partie des Congo, des peuples Congo qui sont en Angola, et en République démocratique du Congo, ex-Congo belge, il y a des peuples Congo que je ne sais pas si les gens ne les savent pas. Au Gabon, les Mpounou, c'est des Congos qui sont au Gabon. Au Congo-Brazza, il y a des Congos. Voilà 4 grandes familles
des peuples Congo fractionnés. On les retrouve aujourd'hui dans 4 pays. À l'ouest, chez nous, les peuples Yakoma. On retrouve les Yakoma aujourd'hui chez nous, à la province de l'Équateur. Et puis il y a des Yakoma dans l'époque au Bangichari, qu'on appelle aujourd'hui Centrafrique. Les peuples Teke et Umbu, ils sont à cheval entre 3 pays. République démocratique du Congo d'aujourd'hui, République populaire du Congo, et puis nos frères du Gabon. D'ailleurs, le défunt président Bongo, il est Moteke. Voilà. Donc, là, c'est des peuples à cheval. Il y en a au sud, chez nous, au Katanga. Il y a des Lunda, chez nous, Congo-Belge. Il y a des Lunda au portugais, en Angola. Il y a des Lunda en Zambie. Il y a des Chokwe chez nous. Il y a des Chokwe en Angola. Il y a des Chokwe en Zambie. Voilà les... Donc, la preuve comment Bismarck a séparé les familles. J'ai pris seulement un échantillon, en fait, de peuples qui sont à cheval aujourd'hui. Voilà. D'accord. À savoir que il y a la partie est qui pose problème un peu au nord vers, je sais pas, Goma. La partie, la frontière de Goma jusqu'au Soudan. Il y a aussi la même particularité, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, il y a une différence. La frontière entre le Congo d'aujourd'hui, la RDC, l'Est, parce que nous on fait frontière avec, à l'Est avec le Rwanda. Mais jamais les peuples sont à cheval. Les populations qu'on trouve chez nous à l'Est du Congo, on ne retrouve pas au Rwanda ni au Burundi. Ça n'a rien à voir. Ni aucun lien linguistique. Les Kirundi et les Kinyarwanda n'ont pas de lien avec toutes les langues qui sont à l'Est. Donc on va dire que c'est ça qui fait la différence entre les peuples à cheval du côté de l'Ouest et peut-être du côté du Nord, mais qu'on ne retrouve pas à l'Est finalement. Voilà, du côté entre les deux pays là, Rwanda et Burundi, d'accord. Eux, ils ont leur particularité. Les Kirundi et Kinyarwanda n'ont aucun lien avec des langues qu'on retrouve à l'Est du Congo. Aucun lien linguistique. Donc c'est donc pour bien expliquer ça, c'est une région où on n'a pas trouvé, enfin où on ne sait pas trouver de peuples à cheval. Jamais. Dans les pays tels que les pays existent aujourd'hui, en tout cas à partir de la conférence de Berlin. Voilà. D'accord. Moi je sais que déjà à partir de la conférence de Berlin, après 1885, le premier chef connu, mais qui n'était même pas de chez nous, le premier Mwami, Rwandais-Burundais, qui a régné. Il a été investi en 1895, il s'appelait Wabugeri. Le premier chef rwando-burundais. À l'époque, c'était lui, Wabugeri. Mais eux vivaient dans une autre contrée, pas dans les territoires du Congo, après la conférence de Berlin. Ça n'a jamais existé. D'accord. Bon. Okay. Et je vais souligner un truc important que les Africains, pas les Congolais, mais les Africains doivent savoir. Les mots Mwami, en Swahili, ça veut dire empereur, roi, chef, grand chef. Les mots Mwami provient de termes lega, kilega. Ça veut dire, avant d'être investi chef, il faut passer à un rituel qu'on appelait les Mwami, le rituel des grands initiés pour les chefs. Donc le mot Mwami vient de langue lega, qui veut dire grands initiés. Et ce terme-là a été récupéré par tous les chefs de l'Afrique de l'Est. Ah, ça c'est bien à savoir. Ah oui. Ça c'est bon à savoir. Ah oui. Bon, il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit. Quand même, tu es d'une grande famille de notables de l'Est. Hein? Mon frère, moi je suis né, j'ai les sangs bleus. C'est-à-dire,
moi, mes parents déjà, mon père. Parce que mon père, les noms Ngeliza, ce n'est pas les noms de papa. Mon père a pris les noms de son oncle Ngeliza. Mais les noms familiales, les noms de la famille, côté papa, nous sommes des mots pipi et Kessé. Qui était mon pipi alors à ce moment-là? Le premier... moi j'ai un grand-père qui était les contemporains. Il était même avant le gars qu'on appelait Tipo Tipo. Tipo Tipo, il était tanzanien. Tipo Tipo, c'est un qualificatif en fait. Tipo Tipo, ou Tipo Tipo. Tu es quelqu'un de très nerveux. Quand tu te nerves, tu clignes tes paupières. Ce sont les Belges, Stanley, qui l'a nommé. Parce que c'était le premier noir qui a croisé Stanley pendant sa croisée là, vers le Grand Lac. Stanley. D'accord. Donc, moi, j'avais un grand-père, mon pipi Kakekete. Mon pipi Kakekete, il était contemporain de Tipo Tipo, c'est un qualificatif qu'on je viens de souligner. Son nom c'était Ahmed Ayani. Il était tanzanien, les musulmans de la Tanzanie. Ce n'était pas comme on nous a dit, nous on avait dans la tête, c'était les types physiques aujourd'hui des gens à la peau claire, non. D'accord, donc c'était une parenthèse. Moi je suis de la grande famille régnante. D'accord. Depuis un moment séculaire, au Maniema, nous sommes des mots pipi. D'accord. Donc, comme je vais encore le répéter, c'était une façon de faire comprendre que tu as des choses que tu connais, que tu as vécues, que les gens t'ont raconté, de la famille, des choses. L'histoire, c'est un livre. Comme on dit, il y a des gens qui apprennent dans les livres, mais toi, il y a des choses que... Moi, je suis né dedans. Ouais, tu es né là-dedans. Mon père était prince. D'accord. Le fils de Moami, mon pipi. Les anciens mots pipi. Et d'ailleurs, après la conférence de Berlin, moi, j'ai un grand-oncle aîné des papas, mon pipi Kakekete. C'est lui qui a dirigé tous les Maniema, du nord au sud. Ok. D'accord. Et mon frère, il a été... la deuxième vague qu'on a arrêté les grands chefs récalcitrants par les blancs, les colons de l'époque. Après l'arrestation des papas Kimbangu en 21, la deuxième vague, c'est un de mes parents était là, mon pipi Kakekete. D'accord. Il a été arrêté en 35 avec le Mwami des Bashi, des peuples Bashi, Ndatabaï. Ok. Ils ont écopé 10 ans d'étole. On les a emmenés à l'île Idjoui. Voilà, c'était comme le bagne. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Pour la présentation de ce thème, il y a le premier point, c'est les populations congolaises. Là, on va entrer dans ce qu'on a intitulé l'histoire des races et des peuples du Congo. L'histoire des races et des peuples du Congo. Parler des races, histoire des races, et puis parler des peuples. Il y a une certaine confusion dans tout ça. Parce que quand on parle de race, déjà le mot race vient de ratio en italien. Les Européens eux-mêmes, quand ils parlaient des races, c'était tout ce qui était race bovine, hein, les animaux, tout ça, voilà. Ouais. À l'origine. Mais alors, si on prend les contextes de physique des gens, tu sais mon frère, là on va remonter un peu avant l'arrivée des Portugais. Hein. Le brassage à grande échelle a commencé en Afrique noire avec l'arrivée de peuples turcs, les barbares qu'on appelait, enfin l'Empire ottoman. Ils sont arrivés au nord parce que tous les noms de l'Afrique étaient les gens à la peau foncée. L'Algérie de l'époque, il y avait les Wangara, les peuples de Wangara, que les gens ne savent pas. Au Maroc, les Nérouacs, les autochtones, ce n'est pas des esclaves en fait, c'est des autochtones. Même en Libye, il y avait des Toubous,
Les Toubous, ils sont encore aujourd'hui au Tchad. L'ancien président Hissène Habré, c'est un Toubou. C'est un Toubou. Donc, les Turcs sont arrivés, ils se sont brassés avec la population du nord de l'Afrique. Et c'est ça qui a donné les types, les Touaregs. Les Touaregs. Les gens qu'on appelle le Peul, le Poula. C'est des brassages en Éthiopie. Le message entre le peuple Oromo et les Turcs a donné les Tigréens. La mère d'Empereur Haïlé Sélassié était métisse, tigréen. C'est-à-dire brassé noir, Oromo et turc. Et à partir de là, il y a eu, comment dire, un grand chef turc barbare. C'était lui qui a commencé à planifier. Quand on parle de physique, c'était lui. Tous les enfants naissaient du brassage turc noir de l'époque. Ils étaient séparés avec leurs parents kémites, noirs à la peau foncée. Et c'est ça qui a fait que, à l'époque, quand on n'avait pas la peau claire, donc mentalement, on se sentait inférieur. Ça, c'est le travail d'Ibn Khaldun qui a commencé à faire les travaux de hiérarchisation au sein du continent africain. Les grands chefs turcs barbares là. On en parle moins hein, dans l'histoire dans l'histoire de tout ce qui était enseignement de l'histoire. Tout à fait. Mais il a fait des choses graves, horribles. Ouais. Et puis après, il y a eu des mouvements de séparation des peuples, des familles, pardon, à l'est de l'Afrique. Moi j'entends souvent, les Nilotiques. Les Nilotiques, c'est pas une race. Les Nilotiques, c'est un terme. C'est un terme. Hein. Les concepteurs de ces termes-là, c'est un Français qui vient de décéder à 98 ans. Georges Ballandier. Quand il est venu faire ses travaux d'anthropologie, d'ethnologie, il a nommé tous les Noirs qui vivaient au Grand Lac, vers les lacs Victoria, tout ça. Il les a tous nommés des Nilotiques par rapport au fleuve Nil. Et maintenant, nous, on a imprimé ça mentalement pour les Africains d'aujourd'hui. Quand un Noir est né à Quilin, c'est-à-dire il est issu des brassages. Non, pas nécessairement. Mon frère, quand tu vas au Kenya, à Lamu, à Mombasa, il y a des Noirs que tu vas retrouver, rencontrer, tu vas te dire, mais je suis en Inde, à Népal. Non. Les Védos, ils ont la peau foncée, très foncée, mais des cheveux lisses. C'est le peuple Swahili. Les Swahili, c'est un peuple et une langue. C'est comme en Éthiopie. Les gens qui sont majoritaires, on ne le montrait pas. Parce que le travail là est fait depuis longtemps par Ibn Khaldun, en dépréciant les physiques des Noirs. Et c'est ça qui a laissé des traces. Dans cette histoire, toujours de race... des physiques, hein. Voilà, des physiques. J'ai vu tout récemment le ministre de la RDC, de la communication, parler de ce qu'il a appris en histoire, dans ses cours d'histoire. Je crois que c'est un jeune, il doit avoir appris à l'école secondaire, l'histoire ou à l'école primaire, l'histoire que les Européens finalement ont mis dans nos programmes, qu'on a malheureusement gardé pour enseigner nos enfants, oui. Peut-être même pour les déformer. Alors, il est mentionné, d'après ce qu'il a dit, qu'il y a trois races. Il y a la race bantou, la race nilotique, la race soudanaise. Et puis, il y avait quoi d'autre comme race? Je ne sais plus. Mais... Il avait inclus dans la race soudanaise le peuple Ngbandi, les Mbaka. D'accord. En les nommant, ils sont soudanais. D'accord. Mais quelle connerie. Donc, je ne sais pas s'il a parlé des 4 races ou 3. En tout cas, mais moi, ce que j'ai retenu, le Bantou, les Nilotiques et les Soudanais. Voilà. Essaye de nous apporter un petit éclaircissement là-dessus. Parce que les problèmes des Noirs, c'est ça en fait. Hein. Les Noirs, on les a... je sais pas... J'aime...
moi, j'ai la connaissance du poids des mots. C'est le peuple noir est devenu amnésique par rapport à son histoire. Il a perdu le repère ontologique. Il ne sait plus qui il est en fait lui-même. Il est quoi? Mais comment accepter des choses, des banalités comme ça, des choses stupides? Bantou. Bantou, c'est Wilhelm Bleck, un linguiste allemand. Il a accompagné Stanley à l'époque. Et quand il est retourné en Belgique, c'est lui qui a transmis au monarque belge en disant: j'ai croisé des gens qui parlaient dans leur langue, il y avait beaucoup plus de similitudes. Donc il a remarqué le préfixe ba était dans leur langue, qui désignait le pluriel. Bantou, les hommes. Mais c'est pas une race. Bon, justement, donc, on va continuer, mais je vais souligner ici, dans ce que je connais moi, le Bantou, ça a un rapport avec le tout. C'est-à-dire, quand on parle d'un tout, c'est le cerveau. Donc l'homme qui se dit il est Muntu, c'est l'homme réfléchi. Oui, l'homme pensant. Ça signifie que par rapport à un animal qu'on suppose qui n'a pas les mêmes capacités de raisonnement. L'animal n'a pas la raison. C'est lui qui raisonne. Il a les réflexes. C'est lui qui a un tout. Alors c'est comme ça que les gens chez nous, dans nos langues, ils disent que si quelqu'un a de la valeur, on dit que oui, c'est un vrai Muntu. Lui, Azara Moto. Il est réfléchi. Il est réfléchi. Donc, en réalité, si on voit les choses dans ce sens-là, même le Mundele, il est Muntu. Même l'Indien, il est Muntu. Tout l'être humain, il est l'homme Muntu. En fait, le Muntu, c'est l'être humain. Bien sûr. Ça ne peut pas être une race. Non, non, non. Nous, on a imprimé ça comme une race. Et en plus, les Africains ne savent pas. Quand nous avons quitté les Taméries, l'Égypte ancienne, au Moyen-Âge, l'Empire Nok s'est formé, puis les familles commençaient à se séparer. Mais il y a un moment, quand même, les langues perdent des sens avec la distance, perdent des sens originels. En Afrique, on a 3 grandes familles linguistiques. Les langues bantoues, c'est tous les Noirs de l'Afrique centrale, quand nous avons quitté l'Égypte, jusqu'en Afrique australe. Tu remarqueras, mon frère, le préfixe ba désigne toujours le pluriel. Baobab, grand arbre. Batou. Donc, sur cette question des races, pour le peuple du Congo, oui. Je vais comprendre que ce que tu viens d'expliquer, c'est un travail extérieur, en fait, qui a ramené cette distinction. Ça crée une confusion dans la tête des gens. La race est... En réalité, la race est humaine. Mais il n'y a pas de... Déjà, au départ, il n'y a qu'une race humaine. Il y a qu'une race. Il y a plusieurs variétés biologiques. Tout à fait, ouais. C'est lié au climat. Tout à fait, ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Mais par contre, en Afrique, on a 3 grandes familles linguistiques depuis la nuit des temps. La langue bantou, la langue hiératique, toutes les langues des Noirs parlées en Afrique de l'Est. Et la langue dométique, toutes les langues des Noirs parlées en Afrique de l'Ouest. Les Ewe, les Mina, tout ça. Les Yoruba. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Et en plus, c'est une chose il faut que les Africains arrêtent les trucs de Tutsi, là, les Hutus. Ouais, parle-nous un peu. Mais les Tutsi, c'est quoi les Tutsi? L'étymologie du mot Tutsi en swahili, ça veut dire éleveur. Uko Tutsi, tu es éleveur. Uko Hutu, tu es agriculteur. C'est un statut social. Mais comment on peut parler d'ethnie dans une contrée, ils ont la même langue? On fait quoi la manipulation? Tout à fait. Il y a aussi une certaine manipulation
qui voudrait mettre ceux qui sont éleveurs au-dessus de ceux qui sont agriculteurs. Mais ça, c'est un travail allemand, oui, un prêtre allemand. Alors qu'en Europe ici, nous avons ceux qui sont agriculteurs en Bretagne et ceux qui sont en Beauce, qui sont éleveurs en Bretagne. Bien sûr. Et ceux qui sont agriculteurs en Beauce. Mais ça n'a rien à voir avec le physique des gens. Il n'y a aucune supériorité des Bretons par rapport à ceux qui sont dans la Beauce. Ou les gens qui sont éleveurs du bétail en Hollande qui produisent du lait ne sont pas supérieurs à ceux qui sont forgerons, tout ça, rien. Qui sont agriculteurs. Rien. Donc on va dire que même ceux qui se disent moi je suis tout aussi supérieur, ils sont c'est la d'une manipulation. Même les gens qui sont Hutus qui se sentent inférieurs par rapport à ceux qui sont éleveurs. Ils ont intériorisé ça par rapport aux Blancs. Exactement. Parce qu'il y a un prêtre allemand qui avait assis son autorité en nommant Wabugeri, le premier Mwami des Rwandais et des Burundais. Après la conférence de Berlin. Rappelle-moi. Donc il y a un Mwami qui a été nommé par des Allemands, oui. C'est quel Mwami ça? Wabugeri. Wabugeri, d'accord. Le premier Mwami du Rwanda et Burundi. Connu, il a été investi en 1885. Et 15, pardon, après la conférence de Berlin, 10 ans après. Et auparavant, il n'y avait pas de Mwami. Les Rwandais n'avaient aucun Mwami. Je t'ai donné l'explication de l'origine du mot Mwami. Les grands chefs de l'époque en Afrique de l'Est, c'était les Mwami Lega. Parce qu'il y avait un rituel spécial pour être investi chef. Il n'y avait que le peuple Lega qui le faisait en fait. C'est comme à l'époque des pharaons. Quand l'exemple des grands est arrivé, il n'y avait plus de rituels pour investir un pharaon des pharaons, les grands chefs, noirs de l'époque de l'Égypte. D'accord. C'est n'importe quoi. Les Rwandais n'ont jamais eu... Je défie tout le monde. Qu'on me donne les noms de premiers Mwami du Rwanda et des Burundi. Avant la conférence de Berlin, il n'y en avait pas. Mais chez nous, au Mali, il y avait beaucoup. Les grands chefs. Donc là, c'est un défi lancé à tous ceux qui pensent connaître l'histoire, qui nous rejoignent, qui nous questionnent, mon frère, qui viennent opposer leur... Moi, je suis venu, je viendrai de temps en temps pour casser l'ignorance. C'est très bien. Pour casser l'ignorance des peuples congolais. Ok. Donc, ils sont, je les suis dans leurs travaux, dans leur atelier, ils sont trop approximatifs. C'est ça les dangers en fait. Ils laissent le flou dans le mental des gens. D'accord. Il faut être clair et précis. Et en plus, mon frère, je ne t'écoute pas la parole. Tu sais, comme je viens de souligner, les Tutsis, c'est des éleveurs. Dans la société africaine du Moyen-Âge, il y avait des éleveurs partout. Quand tu vas au Mali, tu verras les Amassina, les Poula. Tu vas en Guinée, à Fouta Djalon. Ça, c'est le fief des éleveurs. Bungu kintwari kukongo kakiana kani masiko. Bayaya kukongo batele tesenu kintwari. Bungu kintwari kukongo kakiana kani masiko. Talatinge nteke kwaku nkumbu ni kongole. Talatinge mumboshi kwaku nkumbu ni kongole. Talatinge ndari kwaku nkumbu ni kongole. Talatinge mbembe kwaku nkumbu ni kongole. Talatinge bomitaba nkumbu ni kongole. Bavili bakuta bakuni nkumbu ni kongole. Ambe cheto boya yila manana nzambi boka solo. Cheto boya yila manana nzambi boka solo. Mokina biso esalama boye nzambi alimi